Je vais vous lire la suite du bouquin. J'ai pas su terminer la phrase hier tout simplement parce que j'ai été, euh, j'ai été dérangé. Donc je vais relire la phrase. Enfin, on le soumet à un léger choc électrique de 45 volts pour lui montrer quel type de souffrance il peut infliger à un élève et pour renforcer sa confiance sur la véracité de l'expérience. Une fois que le copé a accepté le protocole, un tirage au sort truqué est effectué, qui le désigne systématiquement comme enseignant. L'élève est placé dans une pièce distincte, séparée par une fine cloison et attaché sur une chaise électrique en apparence. L'enseignant copé reçoit la mission de lui faire mémoriser des listes de mots. Il l'interroge sur celle-ci, installée devant un pupitre où une rangée de manettes est censée envoyer des décharges électriques à l'élève. À chaque erreur successive, l'enseignant enclenche une manette et croit que l'apprenant reçoit un choc électrique de puissance croissante. 15 volts supplémentaires à chaque décharge, selon ce qui est écrit sur le pupitre. Le sujet est prié d'annoncer la tension correspondante avant de l'appliquer. Naturellement, les chocs électriques sont fictifs. L'expérience de Milgram nous révèle d'abord notre faiblesse et notre vulnérabilité, puis des traits tout autant individuels que distinctifs de la nature humaine. Conformisme. Le neuroendocrinologue Robert Zapolsky décrit le phénomène comme suit. Quand tu apprends que tout le monde est en désaccord avec toi, le réseau qui s'active est le même que lorsque tu fais une erreur et que tu dois modifier ton comportement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas juste différent, tu as tort. Pour ton cerveau, être différent, c'est avoir tort. Et plus ce circuit s'active, plus il y a de chances que tu te conformes. Expérience d'H. Prenons l'exemple de l'expérience de H. Publiée en 1951, cette expérience du psychologue Solomon H démontre le pouvoir du conformisme sur les décisions d'un individu au sein d'un groupe. Pour réaliser l'expérience, des sujets ont été convoqués en leur faisant croire qu'ils participaient à un test de perception visuelle. Chaque sujet a été placé dans un groupe avec 7 autres personnes. Ils ont été assis autour d'une table et des images portant des lignes leur ont été présentées. Une ligne à gauche et 3 lignes à droite. Le but étant de trouver parmi les trois celle qui correspond à la ligne de gauche. Les membres du groupe devaient donner leur réponse à voix haute, les uns après les autres. Mais ce que le sujet ne savait pas, c'est que les 7 autres membres du groupe étaient en fait des comédiens complices de l'expérience. Le groupe était disposé de telle manière à ce que le sujet testé réponde toujours en dernier, après les comédiens. Au début de l'expérience, les complices ont pour consigne de donner la bonne réponse. Mais au bout d'un moment, ils se mettent à tous choisir unanimement une réponse fausse. Que croyez-vous qu'il arrivera? Avec chaque sujet, l'expérience est menée 18 fois. Et 12 fois sur les 18, le groupe de comédiens donne unanimement une réponse fausse. Dans ces conditions, seulement 25% des sujets commettent un sans faute. C'est-à-dire que les 3 quarts des personnes testées se laissent influencer au moins une fois, en suivant l'avis du groupe, qui donne pourtant une réponse clairement fausse. En moyenne, le taux de mauvaise réponse est d'environ 30%, contre moins d'1% en conditions normales. Un point intéressant est que tous les sujets ont été débriefés à la fin du test et le but de l'expérience leur a été révélé. H a alors recueilli 3 types de réponses. Certains sujets étaient intimement persuadés qu'ils avaient toujours donné la bonne réponse. D'autres avouent s'être laissés convaincre par l'opinion unanime du groupe. Et enfin, certains avaient la bonne réponse mais ne voulaient pas dénoter par rapport au groupe. Après l'annonce des résultats, le sujet attribuait parfois sa piètre performance à sa propre mauvaise vue. Ceci rejoint dans une certaine mesure l'expérience de Milgram, où le sujet se décharge totalement de sa responsabilité, attitude et comportement sur l'expérimentateur. Dans les 2 cas, le sujet se dédouane de la responsabilité de ses décisions et de ses actes, un facteur interne, sur un facteur externe. L'expérience de H nous révèle, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, que nous sommes bien plus influençables que nous voudrions le croire, et que le besoin de conformité peut nous pousser contre l'évidence, consciemment ou non, semble-t-il. Agir sur l'esprit de l'adversaire, soit pour le tromper,
soit pour l'amener à renoncer à toute résistance, constitue le but ultime de toute action stratégique. Les armes productrices d'effets de destruction physique servent cet objectif. La destruction est rarement une fin en soi, sauf si le but est l'anéantissement politique de l'ennemi, voire sa liquidation en tant que peuple. Dans ces conditions, l'usage de moyens purement psychologiques vise à obtenir les infléchissements de la volonté que l'on souhaite obtenir. Le psychisme individuel et collectif constitue un terrain de lutte et la psychologie devient une arme qui dispose d'une gamme de procédés appuyés par des vecteurs de communication comme support technique des messages que l'on entend transmettre à l'adversaire. En raison de leur particularité, ces vecteurs sont producteurs d'effets d'émission spécifiques qui se répercutent à la fois sur le message et sur sa réception. De plus en plus, la maîtrise de l'information constitue une des conditions sine qua non de l'efficacité de la manœuvre psychologique, dans la mesure où celui qui communique le plus et le mieux s'empare du champ des opinions. Interdire la communication, donc l'information, à l'adversaire devient des objectifs de la stratégie générale en situation de crise et de guerre. Aux niveaux inférieurs de la stratégie opérationnelle et de la tactique, les Américains emploient l'expression opération psychologique PsyOps. Pour leur part, les militaires allemands préfèrent utiliser le terme opération d'information, tant le terme propaganda réveille douloureusement le souvenir du sinistre docteur Goebbels. Ces opérations de niveau tactique font l'objet d'une planification militaire qui doit recevoir l'aval politique du ministre de la Défense. Une opération d'information consiste à influencer le comportement d'un groupe cible spécifique par des moyens de communication de masse en conformité avec nos objectifs. Définition officielle du ministère de la Défense allemand 1999. Les opérations psychologiques sont définies comme des activités psychologiques planifiées en temps de paix, de crise et de guerre, dirigées sur des publics ennemis, amis et neutres, pour influencer leurs attitudes et leurs comportements, de manière à affecter la réalisation des objectifs politiques et militaires. Manuel de l'OTAN, doctrine interalliée des opérations. Une autre définition, réductrice mais très appropriée, limitera la guerre psychologique à l'action des forces armées dûment mandatées et organisées afin de mener des opérations de ce type en temps de guerre ou à l'occasion d'opérations de maintien de la paix. Cette approche présente d'autant plus d'intérêt qu'elle permet de distinguer deux environnements très différents. Le premier ordinaire est sans corrélation avec la violence et les effets psychologiques induits par la destruction physique. Le second, celui de la guerre et partiellement du terrorisme, adosse l'arme psychologique à l'exercice légitime de la violence armée organisée. Armes matérielles et immatérielles, opérations physiques et psychiques entrent dans une relation dialectique complexe de maximalisation-minimalisation de leurs effets réciproques. En fait, c'est la violence physique qui constitue le seul critère de différenciation d'irriment. Une publicité mensongère conduit à une erreur économique d'importance plus ou moins grande. Les séductions d'une campagne électorale trop bien menée peuvent avoir de fâcheuses conséquences politiques. Tout dépend du niveau. Mais un message d'action psychologique en guerre peut conduire à la mort ou au contraire à la survie. Demander à un soldat, un officier de se rendre n'est pas du même ordre que convaincre une ménagère d'acheter telle ou telle lessive. C'est pourquoi les techniques de persuasion ne sont pas automatiquement transposables dans des contextes aussi excessivement hétérogènes. Publicité. La France fut, de tous les États industrialisés, l'une des plus critiques à l'encontre de la publicité, jugée tour à tour inutile, immorale, abétissante et uniformisatrice. Or, malgré ses résistances, en moins de 2 siècles, ce mode de communication a inondé les médias de slogans et d'images, envahi nos espaces géographiques, sonores et mentaux. Aujourd'hui, avec les productions de contenu sur Internet, les utilisateurs producteurs de contenu des réseaux sociaux comme YouTube, TikTok sont devenus des panneaux publicitaires. Certains par la monétisation de leurs vidéos, postent, et pour d'autres par leur partenariat avec des marques pour en faire la promotion, ce qui est plus rentable pour ces influenceurs. La publicité vise à la conviction des masses dans une logique de consommation. Elle tend à éveiller des besoins liés à des désirs inconscients. La société de consommation pousse les gens à acheter des produits dont ils n'ont pas besoin, mais dont ils ont envie, utilisant les sciences cognitives à nouveau à travers le neuromarketing. Voici ce qu'écrivit Aldous Huxley dans son ouvrage
Retour au meilleur des mondes, page 72 à 74. Un autre symbole démesurément fascinant, c'est la publicité chantée. Les airs ont tendance à se graver dans l'esprit de l'auditeur qu'ils peuvent hanter une vie durant. Mais mettez les paroles sur un air entraînant et facile à retenir, aussitôt elles acquièrent une puissance étonnante et qui plus est, elles tendront à se répéter automatiquement chaque fois que la mélodie sera entendue ou spontanément remémorée. Orphée a fait alliance avec Pavlov, la puissance des sons avec le réflexe conditionné. Comme on pouvait s'y attendre, les jeunes sont extrêmement sensibles à la propagande, ignorants du monde et de ses usages. Ils sont absolument sans méfiance, leur esprit critique n'est pas encore développé. Les plus petits n'ont pas atteint l'âge de raison et les plus âgés n'ont pas acquis l'expérience sur laquelle leur faculté de raisonnement nouvellement découverte pourrait s'exercer. Dans mon enfance, on nous apprenait à chanter de petites rengaines sans grand sens ou, dans les familles pieuses, des cantiques. Aujourd'hui, les petits gazouilles de la publicité chantée. À la fin du XXe siècle, diverses sociétés commerciales ont soutenu financièrement de nombreux travaux utilisant l'encéphalographie et d'autres outils de neurophysiologie pour développer le marketing grâce à une meilleure compréhension des réponses comportementales inconscientes face à la publicité ou aux programmations télévisuelles par exemple. Voilà, alors nous allons faire dire les autres sources. Krugman, H.E. 1971, Brainwave Measures, Measure of Media Involvement, J. Advertising, Res, 11 2.3-10. Et l'autre source, Rothschild M. Iyun, I.J. 1990, Predicting Memory for Components of TV Commercials from EEG, J. Consume Res. Point virgule 16, 2.472-8. Le mot neuromarketing apparaît pour la première fois dans le titre d'une publication scientifique mi-2007, quand lit Broderick et Chamberlain 2007 et Fugate 2007, presque en même temps, deux articles sur le sujet, respectivement dans l'International Journal of Psychophysiology et dans le Journal of Consumer Marketing. L'utilisation publique du mot neuromarketing semble dater de 2002, d'une part par Schmidt, par un discours inaugural à l'Institut de gestion Erasmus. Alors là, nous avons une autre source. A.D. Ledford, Transgenic Grass Skirts Regulators. Nature, de 20 juillet 2011. Et d'autre part, outre-Atlantique, dans un communiqué de presse de l'Institut Bright House Institute for Thought Science, basé à Atlanta, qui après avoir testé en IRM les réponses cérébrales de volontaires face à des aliments, publicités, modèles de voitures et d'autres catégories de sujets, annonçait mettre en place une entreprise baptisée Bright House Neurostrategies, utilisant l'IRMF au service de la recherche sur le marketing. Imaginez être en mesure d'observer et de quantifier la véritable réponse d'un consommateur à quelque chose sans influence de la pensée de groupe ni d'autres préjugés qui affaiblissent les approches de recherches actuelles. Expliquait dans le communiqué Brian Hankin, President of Thought Science. Une autre source. Bright House Institute for Thought Science launches first Neuromarketing Research Company. 22 juin 2002, www.prweb.com. Selon l'entreprise, le neuromarketing allait permettre au marketing d'être plus performant, mais aussi permettre de mieux comprendre pourquoi des campagnes utiles contre le tabac, l'alcool ou d'autres drogues, par exemple, étaient si peu efficaces.
Divers acteurs, et en particulier l'organisation de consommateurs américaine Commercial Alert, ont immédiatement reproché à cette entreprise de mettre des moyens non éthiques au service de la publicité, en particulier pour les entreprises de la malbouffe, et avec un conflit d'intérêts avec l'université Emory, qui était à l'origine de cette division commerciale nouvelle, avec au moins un professeur de psychiatrie et la mobilisation du matériel de l'université. Autre source, Ruskin G. 2003. Commercial Alert Ask Feds to Investigate Neuromarketing Research at Emory University, December 17. Commercialalert.org. Et ils ont rapidement demandé au Bureau fédéral de la protection de la recherche humaine et au Sénat américain d'enquêter sur les recherches de Bright House. Source, Conley T. 2006. When Genes and Brains Unite. Ethical Implications of Genomic Neuroimaging in Hills J. Editor. Neuroethics, Oxford University Press, Oxford. Le site web de Bright House Neurostrategies a été rapidement fermé. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt pour une prochaine vidéo.